I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Cinéphiles aguerris ou fans de taxi, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 23e épisode de la 8e saison de The Cinema Show. J'ai le plaisir d'être votre animateur durant cette soirée qui sera placée sous le signe de l'excellence, du brillant à paillettes et de discours interrompus par une musique. Bref, vous l'aurez sûrement compris, l'émission de ce soir est dédiée aux Césars qui ont eu lieu jeudi dernier. Pour m'accompagner dans cette merveilleuse soirée, quoi de mieux que les plus merveilleux chroniqueurs et chroniqueuse. On a tout d'abord Naomi, celle qui m'accompagne à tellement de séances de cinéma depuis plusieurs mois que j'ai l'impression qu'elle m'accompagne à chaque instant de ma vie. C'était donc ça, les yeux, quand j'étais aux toilettes ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis dans tes murs. Je suis dans tes murs, Maxime. Reste que dans les murs alors, pas autre chose, s'il te plaît. Allez, c'est dégueulasse. Voilà. On a également Oksana, ma partenaire officielle du Cinémed, et celle qui peut être comparée éventuellement à Voldemort, tellement on ne prononce jamais son nom. Mais c'est uniquement parce que t'es quasiment jamais là dans les émissions. C'est pour ça. Waouh, la violence. Alors attends, excuse-moi. Alors comment tu peux être autant ta partenaire de Cinémed et pas être là? Je suis vexée. Tellement gratuit. En plus, t'es habillé en noir, donc c'est raccord. Oui, mais j'ai du blanc. C'est vrai. Voilà. Il y a un peu de lumière en toi. Exactement. C'est la lumière du Cinémed. Ouais. C'est vexé jusqu'à la fin. Exactement. Alors à la base, on avait Lucas et Costa qui étaient censés être retardataires, qui finalement ne le sont pas. Et oui. Donc du coup, j'ai rien écrit sur vous. C'est parfait. Du coup, comment ça va? Waouh. Est-ce que ça va? Moi ça va super. Moi aussi. Mais on est top. Voilà. Alors par contre c'est à moi que vous parlez s'il vous plaît. Mais bon. En régie on a l'incroyable et le talentueux Yanis qui a pour mission, comme au César, de lancer une musique à chaque fois que vous prenez la parole pendant trop longtemps. Voilà, vous êtes prévenus. On a aussi l'inimitable et beaucoup trop vieux Simon qui sera à la fois en vidéo et à la vidéo, voilà, puisqu'il compense. Bonsoir tout le monde. Hello. J'espère que vous allez bien. Et donc Yanis, il doit envoyer des sons maintenant. Alors parce qu'il n'est pas au courant là. Yanis, je lui ai attribué une mission. Sache que il n'y a que lui qui est dans la confidence. C'est tout. Ah, c'est pour ça. T'es vraiment un loustique. Hein. Je crois que c'est le son qu'il vient d'envoyer, c'est le son qui va le plus passer dans cette émission, vu qu'il y a Maxime à l'anime. Hein. C'est sympa. Mais allez, merci. Alors, le programme de ce soir est chargé puisque nous aurons donc un débrief de la cérémonie des Césars, mais aussi des critiques sur deux films sortis cette semaine, à savoir Is This Thing On de Bradley Cooper et Rue Malaga de Mariam Touzani. Mais ce n'est pas tout puisque nous aurons également les news de la semaine. Une carte blanche sur nos pronostics pour la cérémonie des Oscars, prévue le dimanche 15 mars, le top de l'équipe, le quiz que je présenterai ce soir, ainsi que les traditionnelles recommandations. Mais tout d'abord, place aux news présentées ce soir par Naomi. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et on ouvre le mercato de la semaine avec une annonce cannoise. Après que nos deux plus beaux et talentueux chroniqueurs, Lucas et Hugo, aient foulé le tapis rouge de Cannes, il fallait bien que le festival garde son haut standing. Pour relever ce défi, le 26 février, ils ont annoncé le prochain président de la 79e édition du Festival de Cannes, qui n'est d'autre que Park Chan-wook. Réalisateur de génie, nous avons parlé de lui très récemment puisqu'il a sorti No Other Choices en salle il y a de cela quelques semaines. Après Spike Lee, Vincent Lindon, Ruben Östlund, Greta Gerwig et Juliette Binoche, c'est au tour du réalisateur coréen de porter la lourde responsabilité de la présidence cannoise. S'il n'a lui-même jamais décroché la Palme d'Or, il a tout de même l'habitude de repartir avec quelques récompenses de la Croisette. En 2004, il a remporté le Grand Prix avec All Boy, puis le prix du jury avec Thirst, Ceci est mon sang, en 2009, et le prix de la mise en scène avec Decision to Live en 2022. C'est la première fois qu'un Coréen occupera la position de président du jury
et Park Chan-wook se réjouit à l'idée de se retrouver enfermé, ce sont ses termes, pour regarder un film et pour en discuter, surtout dans cette époque de haine et de division, dit-il. Effectivement, se rassembler, c'est plutôt pas mal, et il n'y a pas meilleur endroit pour le faire que sur la Croisette. Sur un tout autre registre, parlons un peu de blockbuster. Après le succès retentissant de Sinners, Ryan Coogler est de retour au MCU pour réaliser le 3e volet de la saga Black Panthers. Mais ça, vous le savez sûrement déjà. Dans une interview donnée au Hollywood Reporter, Delroy Lindo, qui incarne Delta Smith dans Sinners, a affirmé qu'il ne dirait pas non à un rôle dans Black Panthers 3. Le comédien britanno-américain est nommé pour la première fois aux Oscars cette année dans la catégorie meilleur second rôle. Il affirme avoir partagé son désir auprès de Coogler, qui lui aurait répondu qu'il voulait d'abord être sûr que pour tout rôle qu'il lui proposait, cela en vaille la peine. Donc rien n'est moins sûr quant à l'intégration du nominé au MCU, bien que le réalisateur ait maintes fois manifesté son envie de retravailler avec l'acteur. Pour autant, nombreux sont ceux qui espèrent que Sinners va influencer le prochain opus de Black Panthers, notamment sur la question politique. Si les 2 premiers volets n'en étaient pas dénués, ils étaient quand même restreints par leur qualité de divertissement grand public. Espérons donc que Sinners puisse apporter toutes ses qualités autant sur le plan de la réalisation que sur le plan du casting. La sortie du film est prévue pour 2028. Puisque vous ne vous êtes pas trompé et que vous êtes bien sur l'émission TCS débrief de la cérémonie des Césars, alors autant rester dans le thème. Karine Tardieu a récemment annoncé l'objet de son prochain film. Après le succès de l'attachement au César, nous allons en parler, pas de panique, la réalisatrice continue avec les adaptations de livres. Cette fois-ci, elle s'attaque à un monument de la littérature américaine, All the Little Leaf Things, de Wallace Stegner. C'est avant tout une histoire de deuil et de transmission. On y suit Joey Alleston, agent littéraire à la retraite, marqué par les guerres mondiales et les conflits. Il observe avec curiosité la jeunesse des années 60, bercée par des illusions utopiques et le mouvement de la contre-culture. Lui et sa femme portent une affection certaine à un jeune couple du voisinage qui les rattache encore au monde extérieur. Mais leur routine se voit bouleversée par l'installation d'un camp de hippies à proximité. Joe et Russ se retrouvent confrontés à une jeunesse qu'ils ne comprennent plus, surtout depuis que leur seul point d'ancrage avec celle-ci, leur fils, est mort. Entre conflits générationnels et parcours endeuillés, Karine Tardieu ne semble pas trop s'éloigner de ses thèmes de prédilection. Elle a coécrit le scénario avec Delphine Augut, Agnès de Satie, avec qui elle avait déjà collaboré pour Les Jeunes Amants. On ignore encore si l'histoire sera transposée à notre époque, mais le tournage est prévu entre mai et juillet prochain en Île-de-France, ce qui laisse entendre que l'intrigue ne se déroulera pas en Amérique. Mes chers compatriotes, que pensez-vous de ces nouvelles ? C'est un grand oui déjà pour Park Chan-wook, parce que déjà en plus avec cette nouvelle vague de films coréens, la Hallyu, c'est ça, on appelle ça, autant sur les séries que les films, que enfin du coup il y ait donc un réalisateur coréen qui soit mis en avant en tant que président du jury. Je trouve que c'est une belle confirmation de tout ce que la Corée du Sud en tout cas a pu apporter au cinéma ces dernières années, donc un grand oui. Il avait déjà été dans le jury il y a un peu moins de 10 ans je crois, mais là c'est la première fois qu'on a un réalisateur qui est sud-coréen qui est président du jury, et je trouve que c'est cool de répéter ce qu'elle a dit. Non mais c'était parce que je rebondissais sur ce qu'il disait pour pouvoir rebondir sur autre chose, parce que justement j'allais dire, je trouve que c'est pas déconnant dans le sens où Park Chan-wook il a vraiment passé par Cannes depuis déjà plus de 20 ans. Il y a plein de ses films qui se sont retrouvés dans le festival, qui ont été en compétition, donc c'est pas déconnant du tout. Donc moi pour tu redis vraiment ce qu'elle a un petit peu dit, parce qu'elle a dit qu'il a gagné des prix avec ses différents films. Bon on va parler de Black Panther 3 alors. Pour le coup Black Panther 3 moi déjà je m'en fous un peu des films de super-héros, donc alors moi j'avoue je l'avais mis surtout pour Hugo P2 qui évidemment n'est pas là ce soir, mais voilà. J'avoue que vu qu'il y en a quelques-uns quand même dans l'équipe qui s'intéressent vraiment au blockbuster, je me suis dit faut quand même en parler, surtout que puisque ça sera le film, comme je l'ai dit, le prochain film de Ryan Coogler, ça serait vraiment intéressant de voir si il va ajouter un peu de ce qu'il a appris sur Sinners. Je peux en parler si tu veux, Naomi, parce que moi ça m'intéresse, Black Panther. Je suis assez déçu de Ryan Coogler en fait ces dernières années, notamment le deuxième Black Panther et Sinners, que je trouve pas dingue par rapport à ce qu'il a pu faire sur le premier Black Panther et surtout sur Creed ou Fruitvale Station encore avant. Donc je l'attends un peu au tournant. S'il continue dans la vibe Marvel, j'espère qu'il va essayer de faire des choses un petit peu nouvelles
et qui va revenir aussi à ce qu'il savait faire, à vraiment traiter de sujets de société, mais via le prisme de gros films, donc dans Creed et dans le premier Black Panther, ce que je trouve il continue à le faire en fait dans Sinners et dans le 2, mais c'est beaucoup moins bien fait et beaucoup moins intéressant en fait comment il le fait, donc j'espère qu'il va revenir à un truc de qualité, surtout s'il enchaîne sur le 3e. Ça me surprend, je pensais qu'il allait repartir sur un projet neuf en fait. Et pour ce qui est du prochain film de Karine Tardieu, on en pense quoi ? Alors, moi, je suis très inquiète. Voilà, je vous cache pas que je suis très inquiète, notamment parce que le roman qu'elle va adapter, c'est un roman qui est sorti en 67, je crois. Donc, c'est un roman qui est un peu vieux, qui s'inscrit dans une période très précise de l'histoire américaine. Et j'ai pas envie de trop spoiler ce que j'aurais à dire sur l'attachement, évidemment. Mais disons que j'ai la légère impression que Karine Tardieu a un petit goût pour le boomer et pour le « oh là là, dans cette société, on comprend plus rien ». Parce que vu la vision féministe qu'il y avait dans l'attachement, j'ai un peu peur sur ce qu'elle va faire, surtout si elle décide de réancrer l'intrigue de l'histoire dans le présent. Ça, j'avoue que, surtout que, du coup, si on le réinscrit dans le présent, qui sera les hippies, qui sera cette jeunesse-là, ça pose quand même quelques petits problèmes à mon sens. Et dans ce cas, on verra. Mais en tout cas, n'en dis pas trop sur Karine Tardieu. Pardon. On va attendre les Césars, parce qu'il va y avoir des choses à dire sur les Césars, ça c'est sûr. Bon, on suivra tout ça de très près. Et maintenant, retrouvons la ultima passion. Mais qui va racheter la Warner? Est-ce que c'est Paramount? Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est trop long? C'est trop long. Mesdames et messieurs, c'est avec une sincère tristesse et un profond désespoir que je vous annonce la fin de votre telenovela favorite. Mais qui va donc racheter Warner Bros. Discovery? Si l'épopée se termine ici, elle nous laisse avec un épisode final grandiose, digne des plus grandes séries, avec des retournements de situation inattendus et une fin tragique qui ferait pâlir Shakespeare. Souvenez-vous, je vous avais annoncé il y a 2 semaines que la Warner réouvrait les portes de son cœur à la Paramount, lui offrant une unique et dernière chance de se rattraper. Netflix avait mis en garde tout le monde sur ce retour et restait grand favori. Mais coup de théâtre, notre grand haine de l'espoir se retire de la course après avoir refusé de réévaluer sa proposition à 83 milliards pour continuer de concurrencer la Paramount qui a mis 111 milliards sur la table pour l'ensemble du groupe et ses chaînes câblées. Alors voilà, c'est la fin. Le mariage Parabros va avoir lieu. J'ai l'impression d'assister à un mariage arrangé un peu comme ces vidéos TikTok où l'on voit la princesse se marier et le chevalier lâcher une larme de tristesse au loin. Mais nous ne sommes pas dans un conte de fées. Pensez-vous vraiment que Netflix avait tout perdu et repartait le cœur brisé? Eh ben non, bien au contraire. Il repart avec 2,8 milliards de la part de la Paramount en raison d'un accord signé avec la Warner en cas de rupture d'accord et son action a grimpé de 8%, augmentant sa capitalisation boursière à 20 milliards de dollars. De 20 milliards de dollars, pardon. Avec l'annonce de cette fusion, je vous propose de faire une minute de silence pour rendre hommage à notre ami qui ne reviendra pas, le bon cinéma. Non, laissons les minutes de silence gênantes à l'Assemblée nationale. Cinéphiles, consolez-vous enfin. Monsieur David Ely Trump a promis de sortir 30 films par an. Et c'est pas du tout une promesse irréaliste, enfin. Gardons le sourire, car il nous reste plus que ça. Et au fond, notre dernière pensée aux démocrates américains qui voient les dernières chaînes d'informations fiables et sérieuses repartir aux mains d'un autre fasciste, RIP CNN et HBO. Vous étiez les meilleurs d'entre nous. Salut mon pote. Ma chère et tendre équipe, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il se lève ou se taise à jamais. Allez. Non mais c'est la fin d'un arc. C'est la fin d'un arc. Et... C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais. C'est terrifiant. Non mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le boss de Paramount qui dit non mais vous t'inquiète pas, on va faire 30 films par an, 15 Paramount, 15 chez Warner. Warner a sorti 9 films cette année. Enfin en 2025. 9 films. Et 15, même pas, non, je crois que c'était 12 ou 13 chez Paramount. Donc, même pas, on n'atteint pas du tout ce palier-là, ce quota-là. Et, alors, pardon, hein, si vous voulez dire quelque chose, il n'y a pas de problème. Termine. Mais simplement, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont très inquiets parce que, avec cette idée de faire 30 films par an, les gens se disent qu'en fait, il va juste produire énormément de films, de très très mauvais films, et il va juste couler le bateau. Voilà.
Et puis surtout, on le rappelle, mais c'est pas la première fois qu'il y a des rachats et où on nous promet qu'il va y avoir plein de sorties en salle et au final on nous avance des chiffres et ils sont pas respectés à la toute fin. Je crois que ça avait été le cas avec Disney et la Fox et même Amazon avec la MGM. Et là, ils ont aussi officiellement annoncé que Paramount Plus, donc leur plateforme, et HBO Max allaient donc être rassemblés pour créer la troisième force de frappe de streaming. Donc ils vont pas laisser HBO en tout cas à côté comme souhaitait peut-être le faire Netflix. Donc c'est aussi danger sur ce coup-là. Ouais, et puis l'autre truc qui est assez inquiétant, c'est évidemment il y a le cinéma en salle. Alors ils ont promis qu'il y aurait un minimum de 45 jours de délai entre le moment où ça sort en salle et le moment où ça se retrouvera sur les plateformes. Mais n'empêche que HBO et tout ça, c'est des piliers, des bonnes séries. Alors, il faut quand même parler des séries. Et ça sent un peu mauvais, on va dire ça, quoi. C'est franchement Paramount qui rachète la Warner. Non, pas fou. Et la promesse de 45 jours, c'est une blague en vrai, parce que tu sais pourquoi il y a une promesse de 45 jours ? Parce que en fait, il y a eu des accords maintenant au cinéma aux États-Unis pour qu'il y ait une chronologie des médias et pour que les exploitants de salles puissent bénéficier des films, de certains films pendant une fenêtre. Donc cette fenêtre de 45 jours, elle est peut-être un peu plus longue que celle qui est ratifiée, mais elle existe et ils sont obligés de la faire, donc c'est normal. Et le dernier truc que j'ajouterais, à part si vous voulez en dire quelque chose, c'est vraiment la récupération du coup par la Paramount des chaînes comme CNN, qui était une des rares chaînes américaines qui est restée à peu près dans les lignes éditoriales, qui est assez éloigné des républicains. Et donc ça, par contre, ça sent vraiment très, très, très mauvais pour l'information en Amérique, par contre. Au-delà de la chaîne, c'est par exemple là, le film Mélania là, qui a été un peu financé par Amazon, tout ça. Là, encore une fois, peut-être qu'on peut du coup laisser la place. Par exemple, le réalisateur du film de Mélania, qui était donc vu dans les dossiers, je ne sais pas si vous avez vu le dossier Epstein. Du coup, pareil, en fait, à tout moment, on c'est peut... C'est Brett Ratner, l'excellent réalisateur de Rush Hour. On l'adore. Mais du coup, pareil, on peut laisser du coup la place à ce genre de réalisateurs juste du coup qui ont du coup des affaires au cul et qui peuvent refaire des films, et ça c'est terrifiant. À l'échelle française, on peut par exemple penser à Luc Besson, ce genre de choses, du coup effectivement c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant. C'est des gens à qui on donne énormément de pognon, parce que Dracula, il a eu un bon paquet d'oseille, et pour Mélania, en l'occurrence, le budget est à 30 millions de dollars. Rien que la promo du film, c'est 45 millions de dollars, c'est plus que le budget. C'est énorme. Et pour un film qui, a fait le meilleur démarrage pour un documentaire aux États-Unis, mais vu que les documentaires aux États-Unis, c'est pas forcément ce qui est le plus vu au cinéma, mais ça restait quand même un fiasco total. Les salles étaient vides de partout en Amérique, c'était n'importe quoi. Mais après, juste pour dire, si effectivement il y a un quota de films à produire assez excessif, à tout moment aussi ça peut, on va dire, aller dans l'autre sens, où ils n'ont pas le temps en quelque sorte de vérifier les scénarios, et en fait du coup on peut aussi peut-être aussi avoir d'autres films, on va dire un peu plus d'auteurs, qui en fait on va dire que la production peut-être n'a pas le temps, non je sais pas. Alors ça, franchement, j'admire la positivité et l'optimisme, mais vraiment, j'en doute fortement. Je pense qu'au contraire, ça va juste amener à une merdification encore pire du cinéma qui vont sortir. Donc non, pour le coup, après, vraiment, j'espère que tu as raison. J'aimerais bien que tu aies raison. À demi-mesure, on verra bien. Voilà, on le rappelle, au cinéma comme en politique, nique les fachos. Exactement. Bon, je vois bien que ce mariage ne fait pas l'unanimité et a raison. Mais on suivra ça de très très près. Et on termine ces news avec un changement de casting au sein du gouvernement. Rachida Dati au gouvernement Sarkozy, Rachida Dati sur Planète Rap, Rachida Dati supprime les subventions des festivals, Rachida Dati au ministère de la Culture volet 2. Tous ces numéros vous ont plu ? Eh bien, retrouvez le dernier numéro inédit. Rachida Dati démissionne de son poste gouvernemental la veille de la cérémonie des Césars pour se concentrer sur les municipales de Paris. Dès aujourd'hui, chez votre marchand de journaux. Ça va les cinéphiles avec vos annonces de casting à tout va là. Au gouvernement aussi, on peut faire des annonces hyper surprenantes et excitantes. Regardez, on a remplacé la ministre de droite par une autre ministre de droite. Bon, et alors, elles ont plein de différences. Et en commençant par... c'est quoi leur différence déjà ? Catherine Pégard, ancienne journaliste et conseillère de Nicolas Sarkozy pendant sa présidence. Ouais... Ah, elle est plus discrète que Madame Dati, apparemment. Ouais, je sais pas trop, je suis pas très convaincue. Elle était quand même présidente du château de Versailles. Le kitsch et l'or, elle connaît bien, j'ai l'impression.
Et alors, elle est rédactrice en chef au Point de 1995 à 2007. Trop marrant, pile pendant les controverses accusant le journal d'islamophobie et de traitement négatif des minorités. La coïncidence, elle est folle. Mais hasard de dingue. Hasard de dingue. Bon, ça fait un moment en vérité qu'elle traîne dans les couloirs de l'Élysée, en particulier sur les dossiers de la culture, puisqu'elle s'est chargée des dossiers culturels à l'Élysée à partir de 2008 et elle est conseillère culturelle du président depuis septembre 2025. Tous les médias n'arrêtent pas d'expliquer que, contrairement à la ministre de la Culture précédente, Madame Pégard cultive la discrétion et le travail acharné, là où Madame Dati était fan des paillettes et des projecteurs. Ouais, enfin j'espère qu'elle ne sera pas trop discrète quand elle essaiera de diviser le budget du CNC par 2 ou 3 et qu'elle supprimera encore plus de subventions de festivals. Pardonnez-moi ce portrait peu encourageant, chers auditeurs, mais peut-être que mes collègues seront plus enthousiastes ou nuancés que moi. Ah bah là c'est sûr. Hein. Là tu nous as mis le bourdon en fait. Comment tu veux qu'on ait de l'enthousiasme ? Non mais t'as dit les termes, on va pas être plus nuancé que ça. Mais le plus marrant, mais on en parlera du coup pendant les Césars, mais le fait qu'après pendant tout le discours c'était prévu qu'elle devait... Enfin, c'est très marrant. Mais moi je trouve ça quand même hallucinant qu'elle aurait pu démissionner il y a un mois, parce que ça fait un moment que les campagnes municipales sont lancées. Non, elle a juste démissionné la veille pour pas se prendre toutes les critiques et se faire chier dessus pendant 3 heures. Je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment juste dans un but de marketing, c'est-à-dire que paf, Rachida Dati, ministre de la Culture, qui quitte juste avant les Césars. Trop bizarre, ça fait quand même un... Enfin, même si un ministre qui part, ça fait de la pub, là j'avoue que la ministre de la Culture qui quitte juste avant les Césars, ça fait quand même beaucoup parler. Mais au moins ça montre son respect qu'elle a pour la culture française. Ouais, c'est ça. Hein. Moi je trouve ça hyper marrant. Franchement, tu vois, c'est comme elle à Planète Rap. Vraiment, c'est la même ambiance. Mais elle était vraiment à Planète Rap ? Non, mais alors si. Fou, ça. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que... Rachida Dati fait du poney, Rachida Dati fait plein de trucs. Rachida Dati qui envoie des messages à Gabriel Attal en disant qu'elle va transformer son chien en kebab. D'ailleurs, Maxime, il y a Rachida Dati qui vient de rappeler, elle voudrait récupérer le costume de son garde du corps. Ah merde. Tu peux retourner assez vite. Oh mon Dieu, regarde, c'est le costume d'un emploi fictif. Trop mignon. Mais j'ai mis Carlos Ghosn dans sa valise. Non mais juste pour terminer sur Planète Rap, oui, elle était sur Planète Rap au début de son premier mandat de ministre de la Culture, je crois. Et c'est très marrant quand tu sais à quel point elle est proche de Sarkozy, qui expliquait qu'il allait passer au Karcher les cités. Vraiment, c'est trop marrant. Ouais, mais une femme en or. Hein. Pour revenir un peu sur la culture, attendez qu'on est quand même une radio cinéma show. Du coup, effectivement, ça ne change rien du tout. En tout cas, pour le cinéma, pour le CNC, pour l'art, tout ça, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça aurait changé quelque chose si on avait eu une meilleure ministre. Aucune importance du coup. Ciao. Surtout, ce que je trouve assez curieux, c'est que contrairement à certains autres ministres, celle-là, elle est désignée comme sans label. Elle n'a pas d'étiquette politique. Oui. Il y en a. C'est bizarre parce que le truc de mais moi je suis ni de gauche ni de droite, ça me rappelle quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui a bossé avec Rothschild, qui était ministre puis qui maintenant est président de la République, je sais pas. Ça commence par Marine Le Pen. Non, mais Macaron. Juste mettre au rôle de ministre de la Culture quelqu'un qui n'a pas d'étiquette politique, je trouve que ça renvoie à un message un peu étrange quant à la culture. C'est-à-dire que la culture, ça a toujours été plus ou moins politique. Enfin, ça reste politique. Le cinéma, c'est politique. Je pense que les Césars l'ont assez bien largement expliqué. Mais donc, mettre une ministre sans étiquette, bon. Et alors, l'autre truc, c'est, j'avoue, le côté elle est discrète. Je dis, c'est bon. c'est pas parce que t'es discret que tu fais de la merde. Ouais, c'est clair. Eh ben écoute, merci beaucoup, Naomi, pour ces news de qualité. Il est temps d'entamer ce pourquoi je me suis habillé pour faire plaisir à ma famille et notamment à ma mamie. C'est parti pour notre débrief des Césars. Et donc du coup, j'aimerais avoir, avant qu'on commence à parler de tout ce qui est récompense, etc., qu'on se focalise d'abord sur le ressenti global vis-à-vis de cette cérémonie. Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table ? Du gros foutage de gueule. Sans parler des récompenses, bien sûr. Sans parler des récompenses. J'ai dit sans parler des récompenses, sur le ressenti global, de manière générale. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai l'impression que les avis ont été assez unanimes sur Benjamin Laverne, qui a présenté quelque chose d'assez folklorique. J'aime bien ce mot, folklorique. de quand même assez divertissant, et qui a osé des choses, et qui, en plus, je trouve quand même assez bien marché. Il n'y a pas eu de moment... Il y en a quand même eu des petits moments, mais ça a quand même été assez divertissant. Donc franchement, non, pour moi, c'est plutôt une note globale, quoi. Positif.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se prononcer sur... Moi, personnellement, je l'ai vu et dès le début, on l'a vu Benjamin Laverne commencer à parler, commencer à faire son show. J'ai été ému. Je ne sais pas, mais dès le début, je me suis dit, en sachant que c'était lui, il faisait des petites bandes annonces en préparant un peu la cérémonie. On voyait qu'il n'était pas bien, il voulait bien faire, surtout parce qu'il y avait son idole Jim Carrey, et on ressentait son amour pour bien faire pour la cérémonie en général, mais aussi pour son idole. Et on le ressentait dès le début du discours, et moi, ça m'a ému énormément. Donc moi, j'ai trouvé la cérémonie, après on en parlera plus en détail, mais j'ai passé un très bon moment. Non, Voilà. mais je suis d'accord aussi. Moi, je passais un bon moment et je reviens sur ce que tu as dit sur Benjamin Laverne. Je trouve qu'il était juste excellent dans son rôle. Ça se voit qu'il y a vraiment mis du cœur et au fait, on voyait vraiment, on assistait limite à un gamin en fait qui faisait un rêve de gosse et qui s'amusait avec tout ce qu'il pouvait, avec tout ce qu'il avait à sa disposition et ça se voyait super bien. Au début, quand même, j'ai eu un petit peu peur sur son intro. C'est vraiment quand il a lâché les chevaux en se mettant dans le personnage du masque que là, j'ai trouvé que c'était un peu plus un peu mieux parce que sinon je me suis dit pendant longtemps ça se voit que c'est pas un humoriste et laisser l'humour aux humoristes parfois mais c'est mieux. Tu lis mes fiches, c'est pas possible parce que justement je disais que moi l'une de mes parties préférées c'était Benjamin Laverne qui fait sa parodie de The Mask justement. Du coup si on se focalise un peu sur Benjamin Laverne, on est tous d'accord à peu près pour dire que c'était yes, merci, voilà. Alors, faire un film, qu'est-ce que c'est faire un film? Merci Yanis pour la musique. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Benjamin Laverne, meilleur que ceux des années précédentes? Oui. Oui, moi oui. Personnellement. Parce qu'après, moi, ça fait pas forcément longtemps que je regarde les cérémonies de César, donc je peux pas faire de comparatif avec les années précédentes énormément. Mieux, pour moi, Jérôme Commandeur, ça reste le meilleur. Ah ouais? Jérôme Commandeur, c'était vraiment drôle. Même s'il s'effaçait un peu pendant la cérémonie, mais comme Benjamin Laverne et comme chaque MC, mais je trouve que Jérôme Commandeur, sur ces dernières années, c'était le meilleur. Bon, et peut-être un retour de Jérôme Commandeur dans les années à venir alors. Mais personnellement, oui, j'ai bien aimé Benjamin Laverne, mais bon, je suis désolée, je vais pas avoir le même avec vous sur le déroulement de la cérémonie. Ouais. Allez. Oui. Non mais allez. Juste, les Français, ils ont vraiment du mal à faire le show. Je sais pas comment expliquer autrement. C'est vraiment, on n'a pas tout à fait la fibre du ok, on va être là pour amuser tout le monde et vraiment se mettre à fond dans le truc. Et je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui est un peu en décalage avec les Français et ça marche jamais comme. C'est pas. Il manque toujours quelque chose. Quoi. On a un ballon dans le cul, un balai dans le cul. On a plein de choses dans le cul en fait. Ça y est, il est resté sur Ousmane Dembélé qui était aux Enfoirés et il a pas compris. Non mais je suis d'accord avec toi Simon et en fait juste ça se voit continuellement pendant ce genre de cérémonie. T'as l'impression qu'on est là en mode on rigole un petit peu et puis en fait pas totalement, on n'assume pas. Moi ça me met mal à l'aise. Voilà. Par contre big up à Alison Wheeler qui était la meilleure, ultra drôle. Alors, c'est très bien parce que justement, c'est un des extraits que je voulais qu'on passe parce que je suis d'accord aussi, Alison Wheeler était hilarante et je vous propose qu'on se regarde le petit extrait d'Alison Wheeler. Mais vous avez une sacrée palette. Hein. Vous pouvez tout jouer, un chef d'orchestre, un marié qui s'envole, même l'abbé Pierre Innocent. Ça... Si. Non mais... Pardon, mais s'il vous plaît, oui... Crevons l'abcès, je le fais pour vous, Benjamin. C'est l'éléphant dans la pièce. Non, mais tout le monde ne pense qu'à ça depuis 20 minutes. Si, je le dis, s'il vous plaît, il faut séparer Benjamin de l'abbé, pas d'amalgame. Non, Benjamin ne savait pas, d'accord, quand il a accepté le rôle. Hein, pour le rôle, il a perdu 20 kilos, il s'est fait coacher, il a fait Saint-Jacques de Compostelle sur les genoux, il allait tout droit vers le César, le bonhomme. Hein, tout ça pourquoi ? Pour découvrir finalement que le Vioc a écollé son vieux machin, tout mou sur tout Emmaüs, sur Paris, petite et grande couronne. Promettez-nous, Benjamin, soyez plus vigilants dorénavant. Oui. Allez, je me dépêche de lire les nommés. Ouais, s'il vous plaît, merci. Benjamin tient à ce que cette cérémonie se passe bien. Il compte vachement dessus. Oui. Hein, il a en ce moment même un film dont le financement est en cours. C'est le biopic de Jack Lang. Allez, c'est bon. Allez.
Merci Alison Wheeler, vraiment la reine. Bon, il y a aussi le tacle qu'elle a fait à la ministre qui venait d'arriver en poste depuis 3 heures. C'était magnifique. D'ailleurs, le fait qu'elle parle de Jack Lang, on voit que l'affaire Epstein, elle a eu quand même son petit lot de vannes durant la soirée dans les Césars. Et moi, ce que je me demandais éventuellement, c'est est-ce qu'il y aura la même chose aux Oscars ou pas ? Ah, c'est sûr. Non. Ah ouais ? Ah oui, c'est sûr. Moi, j'en doute un petit peu parce que le monde du cinéma américain est quand même beaucoup plus trempé dans l'affaire que le monde du cinéma français. Peut-être que vous n'avez pas assez vu les moments. Alors, soit les Oscars, mais juste les moments d'humour de ces cérémonies. Je vous rappelle que je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais il y a quand même un humoriste qui a fait une énorme vanne sur Leonardo DiCaprio qui datait que des meufs de 25 ans. C'est pas le dossier Epstein qui va leur faire peur. Ouais, mais c'est pas. Tu parles de la dame des Golden Globes, j'ai oublié son prénom, mais moi je trouve ça pas si violent que ça, tu vois. Enfin, tout le monde le. Enfin, en fait, entre oui, mais Epstein c'est comme les dossiers Epstein. Je sais pas, pour moi il y a une différence entre un dossier Epstein et juste le fait que le cliché que tout le monde sait sur DiCaprio, tu vois. Pour moi, si ils peuvent pas passer à côté pour le coup, soit ça sera adressé en mode dans un discours, soit ça sera humoristique. C'est qui le présentateur, la présentatrice des Oscars, on sait ou pas, dites-moi. C'est le même que l'année dernière, Conan si je dis pas de O'Brien, bêtises. Oui, il me semble que c'est lui qui reprend cette année. Je crois que. Parce que si c'est lui, effectivement, là par contre, il y a une chance parce que lui il est quand même assez. Bon, il est pas non plus à la hauteur de Ricky Gervais, mais il est quand même assez. C'est quelqu'un qui arrive très bien à gérer les moments, à vraiment alterner entre les moments un peu plus dramatiques et les moments très comiques pour le coup. Donc, ouais. Et la dame des Golden Globes, c'est Nikki Glaser. Merci. La dame des Golden Globes. J'ai oublié, pardon, mais elle est incroyable. Elle fait toujours des blagues percutantes. Merci Simon pour le fact-checking. Alors, on a de quoi se régaler. On a eu quand même de quoi se régaler en termes de discours, hein. Bon ou mauvais d'ailleurs, hein, parce que bon, entre le discours pseudo-féministe complètement raté d'Isabelle Adjani, le discours pro-CNC moyennement raté de Camille Cotin, mais on a quand même eu pour rattraper, je trouve, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord, le super discours de Golshifteh Farahani sur la situation en Iran, notamment qu'elle a fait devant Jafar Panahi quand même. Le discours était génial. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres discours qui vous ont marqué un petit peu ou pas? Le problème c'est que ce discours était super. Le discours de Franck Dubosc juste après ça a tout brisé. On va en revenir parce qu'il va falloir en parler. Ça a tout brisé vraiment quoi. C'était tellement honteux. En fait, comment dire, franchement, j'adore Franck Dubosc et l'histoire avec l'année dernière, franchement c'était super beau, mais le problème c'est que quand tu vois le discours juste avant, je sais pas, tu réfléchis, t'as conscience qu'il fallait pas autant. On va en parler puisqu'on va passer un petit peu sur les prix. Voilà, on va passer sur les prix. Alors, je peux pas juste. On va parler de Isabelle Adjani plus précisément ou pas? Ah, on peut parler d'Isabelle Adjani si tu veux. Et même de Franck Dubosc, il y a des trucs à dire, mais vas-y, Naomi. Vas-y. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais sincèrement, Isabelle Adjani qui demande aux hommes du cinéma de se lever pour montrer qu'ils supportent les femmes victimes de toutes les violences dans le monde, c'est trop mignon. Tu vois, c'est pas du tout comme si MeToo, balance ton porc, était provenait du monde du cinéma. Enfin, vraiment, et franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, j'ai trouvé ça tellement honteux. Sincèrement. Non, et puis en plus, il n'y a aucune honnêteté là-dedans. S'il y avait un seul homme qui se levait pas, miskin, tu vois, genre, il je suis pas d'accord. Donc, t'es obligé d'être dans l'hypocrisie du truc. En plus, elle est pas convaincue. Enfin, ça sent qu'elle récite un truc ou qu'elle est pas incarnée. Elle est pas convaincante. Elle a pas le bon ton pour faire ça. Imagine, ils étaient tous premier degré et ceux qui avaient vraiment fait des trucs qui se sont pas levés. La plupart de la salle ne se serait pas levée. Je crois qu'il y a Luc Besson au fond qui était resté assis. Non, mais il y a eu Zamet Nolan qui a dormi. Ah oui, il dormait pendant son discours. On l'a filmé aussi. Oui, il dormait sur l'épaule de. On va revenir. Vas-y. Allez. Oui. Bon, pardon. Mais c'est parce que sinon moi je me fais engueuler si on tient pas le planning. Alors je le fais très très rapidement. Juste sur le choix des personnes qui délivrent les prix et qui font les discours, je trouve que pareil dans le même genre, ce qui est scandaleux, c'est on a Isabelle Adjani et l'autre actrice, je ne sais plus qui c'est, qui sont deux sex symboles pour présenter les Oscars des meilleurs acteurs dans un second rôle ou juste meilleur acteur tout court. Et on a Macho Man en personne qui délivre le
César de la meilleure actrice. Mais merci l'Académie, vraiment, vous êtes les boss. Vraiment. Jean Dujardin, c'est ça? Ah oui, Macho Man. Non, mais Jean Dujardin venait pour faire la promo de son prochain film là, chez Xavier Giannoli, puisque à la fin de... quand ils l'ont présenté pour rentrer, ils ont même dit, et le film de Xavier Giannoli qui sortira je sais pas combien en mars. Donc c'est un truc que font beaucoup les Américains en fait aux Oscars. Souvent ceux qui viennent remettre, ils promeuvent un film qui va sortir, et là on dirait que y a une tendance à ce que ça se fasse peut-être maintenant au César. D'ailleurs c'est dommage parce que il y avait eu un truc où ces dernières années en fait quand il y avait la personne qui venait présenter, elle présentait chaque personne qui avait nommé en faisant un petit mot spécial pour elle, et je trouvais que c'était assez sympa. Et aux Oscars c'est ce qu'ils font, ou même il y avait carrément plusieurs acteurs et chaque acteur venait présenter son poulain, ou chaque actrice venait présenter c'est comment le poulain d'une femme. Bon voilà, vous avez compris. Mais et là on n'a plus ça en France, on l'a perdu, et on est revenu sur un truc traditionnel où effectivement Jean Dujardin, comme tu l'as dit Naomi, vient parler des femmes, alors que Macho Man. On passe au prix ? Oui. Allez, on passe au prix. Alors en prix, on va revenir un petit peu de manière en partant du plus haut, peut-être en allant au plus bas, ou alors comme vous voulez. Meilleur film l'attachement, qu'est-ce qu'on en pense? Meilleur film l'attachement? Franchement, pardon, mais c'est là aussi, c'est la honte, quoi. C'est la honte totale. Déjà, alors c'est mon avis, mais je pense que je suis pas la seule à le partager, mais L'attachement est un très mauvais film. Et alors, quand en face, on a un film qui parle de la situation en Iran, un film qui parle des relations saphiques, un film qui parle des violences policières. Et tu fais gagner un film faussement féministe qui préfère parler des hommes en colère qui ne veulent pas se remettre en question, plutôt que de faire gagner un autre film qui adresse une vraie question politique. Mais ça a été le choix en fait, c'est de choisir un film qui ne posait de problème à personne, contrairement à tous les autres films que tu as cités, et je pense que c'est pour ça qu'il s'en est tiré sur une année où on a été quand même dans l'actualité particulièrement, notre tête a été particulièrement prise. Ils ont préféré décerner le film au film un petit peu gentil et un peu plus positif, quoi. Oui, mais en fait le problème c'est que refuser de délivrer un prix à un film peut-être parce qu'il est politique, c'est un acte politique en lui-même. Enfin, vouloir se mettre comme ça à vouloir être d'accord avec tout le monde et donner le prix aux plus gentils, c'est un acte politique. Mais la cérémonie, elle est sur quelle chaîne, Naomi? Non, mais bien sûr qu'elle est sur Canal+. Mais cet argument, il marche pas vraiment. Ça fait des années que c'est Canal+ qui fait cette émission. Enfin... Qui fait des Césars. Oui, mais Bolloré qui a atteint ce niveau-là d'influence sur le cinéma français, c'est quand même beaucoup plus récent. Là, il y a encore c'est cette année, je crois, où j'avais lu un truc comme quoi il contrôlait maintenant quasi l'entièreté du financement du cinéma français, Bolloré. Donc je pense qu'il y a cette logique-là aussi qui prédomine. Et puis on est dans un temps de l'histoire où ces gens-là ont plus de parole et plus de pouvoir aussi. Donc c'est plus facilement impactable, quoi. Et on rappelle que le cinéma n'est pas reconnaissant puisque Cyril Hanouna a dit que les gens n'ont pas assez remercié Bolloré. Ah oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. Et c'est vrai que ce César du meilleur film, il a été un petit peu inattendu parce que un peu auparavant, César de la meilleure réalisation pour Nouvelle Vague. Et du coup, à partir du moment où il y a eu le César de la réalisation pour Nouvelle Vague, on avait tous un petit peu en tête de se dire du coup, ce sera peut-être Nouvelle Vague qui aura le meilleur film, et pas du tout. Du coup, que penser du César de la meilleure réalisation pour Nouvelle Vague? Maxime, il y avait que toi qui avait cette réflexion-là. Mais je le sens autour de la table. Même. Mais non, mais parce que on en avait discuté dans le Discord, et toi-même pendant le soir de la cérémonie, je peux te retrouver les messages si tu veux. Allez, c'est parti. Mais t'as vraiment dit ça. Je peux trouver des messages où j'ai dit quand il a gagné meilleur scénario original, L'attachement, comme ça je te fais ta partie pris en même temps. J'ai dit tout de suite, ok. Ça part sur L'attachement, ça va être celui-là qui va gagner. En plus, Vima Laponce aussi, meilleure actrice en second rôle. Basic Fit. Le tunnel. C'est ce qu'a dit Vima Laponce, quand même. Merci la régie. Du coup, oui. Tu voulais dire quelque chose, Naomi? Juste que Nouvelle Vague qui remporte la meilleure réalisation, ça m'étonne pas tant que ça. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'y vois un petit côté
récompense pour la carrière de Linklater. Moi, je sais pas honnêtement, la réalisation du film, moi, je l'ai adoré et je trouve ça amplement mérité. Après, oui, bien sûr, c'est un plus de remercier par rapport à sa carrière, mais je trouve qu'il est totalement mérité ce César. En César, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a meilleur acteur et meilleure actrice. Meilleur acteur Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde et meilleure actrice Léa Drucker pour Dose 137. Alors autant Léa Drucker Dose 137, imparable, c'est largement mérité. Et puis je pense que il y avait pas trop de concurrence derrière, hormis peut-être éventuellement Leila Bekti peut-être et encore. Non mais oui, moi elle a mon César. Voilà. Mais Léa Drucker dans 237, elle est imparable. Oui. Par contre, Laurent Lafitte en meilleur acteur, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mauvais, c'est juste surprenant. En fait, c'est pas mauvais, il est pas mauvais. On va pas chier dans la casserole. Moi, pour le coup, je m'attendais à je m'attendais vraiment à Benjamin Voisin pour L'étranger, tu vois. Moi, j'avais pensé. Oui, moi aussi, mais j'aurais pensé Mio Marmaille. Il a jamais eu cette fois. Non, pas pour son rôle dans l'attachement. Pas pour l'attachement, mais c'est vrai qu'il faut quand même rappeler Mio Marmaille, 7 nominations. Jamais un César. Ah ouais. Il est reparti brodouille à chaque fois. Faut qu'il fasse un The Revenant, c'est peut-être qu'il aura un César. J'allais la faire. Mais il va être comme dans La Verne, il va être président après 5 fois nommé. Il y a moyen. Ça me. Mais voilà. Allez. Ensuite, meilleur acteur second rôle et meilleure actrice second rôle, Pierre Lotin pour L'étranger et Vima Laponce pour L'attachement. Alors Pierre Lotin, moi j'ai peut-être quelque chose à dire parce que j'avoue que moi là vraiment ça m'a surprise. Vraiment, j'étais là, oui, ok, si vous voulez. Parce que même si j'aime beaucoup Pierre Lotin, il a quand même un jeu très répétitif, faut quand même dire les choses. Il joue quand même un peu de la même manière. Après, est-ce qu'il a un jeu répétitif parce qu'on lui donne les mêmes rôles aussi? Faut pas se mentir. Non, alors, Sur L'étranger, tu sais vraiment, mais il y a une petite différence. C'est différent. Et donc, il joue toujours un peu la même chose. Et quand en face, on a certes 3 acteurs du même film. On a 3 acteurs de L'Inconnu de la Grande Arche, notamment Swan Arlo, Xavier Dolan et Claes Bang. Et non, Michel Faux. Ah pardon, my bad. Mais Xavier Dolan, il était excellent dans L'Inconnu de la Grande Arche. Il était excellent pour dormir aussi au César. Sur Swan Arlo. Sur Swan Arlo, tout à fait. Donc moi j'avoue que Pierre Lotin, je suis là, pourquoi? Mais si vous voulez. Oui, mais après, c'est cool. Bon, Pierre Lotin, moi, j'aime bien son discours, ça m'a ému encore, pardon, la vraie, ressorti. Mais quand il vient prendre le prix, il se dit merde, il est où Jim Carrey? Il voulait le remercier pour Jim Carrey, et il n'était pas là, et putain, dommage. Après, il a salué après, on a vu des photos, on était soulagés, moi j'étais soulagé. On en parle lui, mais j'avoue, j'étais surpris, mais pas vraiment mérité pour moi. Ouais, personnellement. Pour Révélation masculine et féminine, Théodore Pellerin dans Nino et Nadia Melletti pour La petite dernière. Bon, Nadia Melletti pour La petite dernière, c'était évident vu qu'elle avait eu le prix d'interprétation à Cannes. Nino donc aussi. si elle avait pas le César. Et Nino aussi, je suis d'accord parce que pour le coup, il était vraiment bon, Théodore Pellerin dans son rôle là. Bon, meilleur scénario original. On a Un simple accident, Nino Nouvelle Vague 237 et c'est Un ours dans le Jura qui gagne. Oui. D'ailleurs, je rectifie, j'ai dit meilleur scénario original pour L'attachement tout à l'heure, c'est meilleure adaptation. Voilà. Mais meilleur scénario original, Un ours dans le Jura. Voilà. Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Costa. L'année dernière, c'était une excellente blague. Et là, la blague, en fait, elle fait plus rire personne. Ça fait un an que la blague est passée. Et d'ailleurs, quand j'ai fait les coupes, c'est débile. Quand j'ai fait les coupes au montage, quand j'ai revu l'émission des Césars, je me suis rendu compte, la scénariste de Nouvelle Vague, au moment où le nom de Franck Dubosc est annoncé, elle se retourne vers le co-scénariste qui est à côté d'elle et lui dit j'en étais sûr. Au fait, ça se lit sur les lèvres, elle dit j'en étais sûr, je le savais. Vraiment. Donc le coup, les gens s'y attendaient au fait que la blague elle allait durer jusqu'au bout. Hein. Mais c'est surprenant, c'est marrant, on parle les Césars, c'est politique. Bah là, du tout. Ah bah là, il n'y a rien de politique. Il y a eu un discours sur l'Iran. Mais pour moi, c'est politique. Non, moi j'appelle ça une connerie, en fait. Ah oui, mais c'est une connerie, mais c'est une connerie qui a une portée politique. C'est ça. Ah oui? Oui, bah oui, complètement. Bah là, il faut m'expliquer. Non, personnellement, j'arrive pas à comprendre. Parce que là, un simple accident, on lui a quasiment rien donné pendant la cérémonie des Césars. Et en fait, déjà, en plus, il représente la France aux Oscars. Au fait, on l'envoie au casse-pipe. Vraiment. On aurait dû envoyer Un ours dans le Jura, c'est ça que tu veux dire. Et oui, c'est politique, Lucas, parce que ne pas donner le prix à d'autres films qui prennent peut-être des risques, c'est politique, comme pour L'attachement. C'est la politique de rester sur des choses plus simples et moins... et qui divisent moins. C'est ça, c'est-à-dire que ça va venir récompenser les discours qui ne sont pas
pas chamboulant, c'est pas le terme, mais qui vont pas venir secouer les choses. Oui. Mais après le discours de Franck Dubosc, que je l'ai trouvé vraiment super et très classe, il en a pas fait trop et tout. Si, il en a pas fait trop. C'était dur de passer derrière Golshifteh et Farhani et son long discours. Et moi je trouve que il a fait ça tranquille, sans en rajouter et en faisant une petite vanne et tout sur Julien Duvivier, Philippe Lachaud, voilà. Et c'était suffisant pour moi et c'était à son image. Donc, j'avoue c'était quand même de trop pour moi. Ouais, pareil. C'était quand même de trop. En termes de César, éventuellement, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous voulez revenir? Arco de César. Attends, c'est meilleur film d'animation et meilleure musique originale. Parce qu'on a reçu le compositeur d'Arco. Ouais. Et il faut vraiment qu'on commence à faire un lien entre les gens qu'on reçoit à TCS et les gens qui reçoivent un César dans l'année. Parce que on commence à... Au fait, on est révélateur des pépites. On est révélateur des pépites, voilà. Quand est-ce que vous... Après, il n'y en a pas trop eu cette année. Hein. Oui. Non, mais... Donc, on a connu des meilleures années. Mais attends, dommage que Dominique Moll n'ait pas gagné. Quoi. Voilà. Mais par contre, on est aussi à la base de Christophe Gans. Ah non, Christophe Gans, c'est pas positif. Mais oui, bien sûr, Arco... amplement mérité. Amplement mérité. Pardon, complètement. Aussi, meilleur premier film pour Nino. Oui. Se méritait aussi, je trouve. Oui. Mais en face, il y avait quand même de la concurrence parce que il y avait Arco aussi qui pouvait avoir le meilleur premier film. Il y avait L'épreuve du feu, La Pampa et Partir un jour. L'épreuve du feu, c'était. L'épreuve du feu, un peu déçu qu'il n'y ait rien eu du tout pour L'épreuve du feu. Premier film, oui. Meilleure révélation, hélas. Meilleure révélation féminine, ça aurait pu éventuellement. Mais il y en a parlé. Ils ont parlé dans le Tapis Rouge, mais hélas, non. Moi, j'avoue, c'est Partir un jour. J'avoue que ça me touche au cœur et je suis un peu déçu qu'il n'ait pas eu un petit truc, quoi. Moi, je suis content. J'aime pas ce film. Allez, super. Est-ce qu'on peut juste parler aussi du meilleur film étranger qui a été gagné par Une bataille après l'autre, sans grande de Paul Thomas Anderson, sans grande surprise. Sentimental, bordel, valeur sentimentale. On aurait adoré voir Sirat gagner. Évidemment, on aurait aimé. C'est quand même une petite surprise parce que le cinéma français a quand même du mal à récompenser le cinéma américain souvent. Ouais, mais s'il récompense pas. Une bataille après l'autre, il y avait tout de réuni, un très grand cinéaste, un succès critique, un succès public. Donc effectivement, c'était le moment. Mais Oppenheimer, rappelle-toi, il y a 2 ans, Oppenheimer avait perdu face à Monia Chokri qui avait gagné Simple comme Sylvain. Ouais, donc, exactement. Ouais, mais s'il récompense pas Paul Thomas Anderson, je vois pas bien qui est-ce qu'il pouvait récompenser en termes de cinéma américain. Hein. Non, mais oui, mais ils auraient pu récompenser Joachim Trier, Valeurs sentimentales, qui était typique dans la DA des Césars. Et en plus, c'est étonnant parce que du coup, on parle de lignée politique, mais alors que pourtant, ce film-là est pas du tout dans la lignée politique des films récompensés au César. Enfin, je veux dire, Bataille à l'autre, c'est quand même un film plutôt engagé politiquement, complètement, bien sûr, révolutionnaire. Donc c'est vrai qu'au final, c'est pas. Alors que justement, Simon dit qu'ils vont pas souvent dans le cinéma américain. Pourquoi d'un coup, dans ce film, je sais pas, c'est un peu contradictoire au final de ce qu'on dit. Je sais pas si Valeurs sentimentales, c'est dénué de politique. Pour non, moi, ça adresse vraiment la question de la place du père. Ah non, mais je parle d'une bataille après l'autre, pardon. Je parle de. Pour moi, c'est vraiment un film politique. Donc c'est étonnant du coup que ce film soit récompensé. Mais tu remarqueras, ils ont quand même, ils s'en sont restés à ce qu'ils sont, puisque juste après, on a eu le droit à 5 minutes d'hommage sur Brigitte Bardot. Vraiment, alors, ça, c'était l'hommage à Brigitte Bardot qui a été huée et où on a entendu des racistes en pleine salle. Ça, quel plaisir d'entendre ça. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez, la team faire une bataille après l'autre qui est amplement antiraciste et Brigitte Bardot juste après. Je sais pas ce que vous en pensez là, team. Est-ce qu'on peut éventuellement aussi évoquer quand même Jim Carrey qui a reçu son César d'honneur et on était quasiment à peu près tous d'accord sur qui allait remettre le César d'honneur à Jim Carrey. Michel Gondry, évidemment. Et on a un petit extrait de Michel Gondry quand même. Petit extrait évidemment. Alors, Jim est un grand peintre et un peintre grand. Il y a quelques années, il m'a fait mon portrait, qui est sublime et que j'ai mis évidemment au plein milieu de mon mur. Et en l'honneur de cette cérémonie, je lui ai fait son portrait. Donc ça, c'est Jim. Alors, que se passe-t-il ici ? C'est des gens qui font de la gym. Et cette gym, à quelle forme ? Carré. Voilà que c'était un gym carré. Et en prime, il y a 4 coureuses, et en fin de compte, j'en avais dessiné 5.
Et elle rentrait pas. Donc, il m'en restait une et je voulais la donner à Camille car elle est gentille. Merci, c'était gentil, Michel. Il est aléatoire, mais justement, c'est un bonheur. Je l'ai vu en vrai, il est toujours aussi perché. Mais il est tellement choupi dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, c'est incroyable. Et ça se voit surtout que entre les deux, entre Jim Carrey et entre Michel Gondry, il y a une vraie alchimie entre les deux. Un buddy movie entre les deux. Je sais pas, j'ai pas eu cette impression. Ouais, je suis pas non plus d'accord. Moi, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment qu'ils s'étaient pas. Ouais, non, ça y est, vous allez commencer à nous ressortir les théories du complot comme quoi c'était pas Jim Carrey. Ça, mon Dieu, ça c'est terrible. Mais on va pas trop s'attarder dessus parce qu'il va falloir qu'on conclue un petit peu parce que sinon. Absolument, quand même, dans les comédiens du doublage, on a quand même fait un hommage avec Emmanuel Curtil. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, mon hommage, en même temps, c'est des morts Jim Carrey, donc deux trucs merveilleux. Non, personnellement, c'était très émouvant. Ouais. Ouais, il faut vraiment qu'on conclue, sinon on va se faire engueuler. Donc, écoutez, ce débrief de cette 51e cérémonie des Césars touche à sa fin. Mais rassurez-vous, on n'a pas encore fini de parler des cérémonies des Césars, puisque... Excusez-moi. Oui, bonjour. Non, c'est juste que, en fait, je m'étais dit, je vais faire un happening, parce que comme l'année dernière pour les Césars, j'étais venu en slip. Ah oui. J'ai Et c'était Cannes en fait. T'as un joli slip. C'est pour Cannes en fait. Ouais. Du coup j'ai l'air con là. Ah ouais, c'est pour Cannes, t'as l'air très con, ouais. Eh ouais, il l'a fait. Ouais, le paquet est gigantesque. Le paquet est gigantesque. Nice. Voilà, c'était ça le happening que je me cachais. Allez, et ben sur ce, écoutez, Hugo nous a offert une magnifique vision, donc on va. Elle est choquée, je la vois, elle est choquée d'avoir. C'est un 4DX quoi. On va réfléchir à cette vision et à ce paquet. C'est parti pour Let Me Think About It de Ida Corr. À tout de suite. Et de retour dans cette superbe émission que j'anime, où on va entamer notre partie débat de la semaine. Au programme, on a 2 films hauts en couleur. Alors, est-ce que nos chroniqueurs ont été convaincus par ces derniers ? On va voir ça tout de suite. Jingle party.
Et on commence par le nouveau film de l'acteur et réalisateur Bradley Cooper intitulé Is This Thing On, après A Star Is Born en 2018 et Maestro en 2023. Est-ce que ce nouveau long métrage aura su plaire à nos chroniqueurs? On voit ça tout de suite. Another one? Yeah, one up. All right, Alex Novak, downstairs in 2 minutes. That's me. Well, you better head down there then. Where? Just straight behind you, down the stairs. Hey, what up, man? How you doing? You see the light? Just get off, all right? Straight women's experiences. There you go. Just talk to him, have fun. Tell a joke. I think I'm getting a divorce. What tipped me off was that I'm living in an apartment on my own. Yeah. And my wife and kids don't live there. That was probably the biggest clue. Not exactly sure what happened. Came home from work one day. Someone said, "Is this thing over?" Pretty sure it was her. Probably should have paid attention. That's what she meant about not paying attention. A real relationship is finding somebody you can also be unhappy with. Somebody who has your back. You stopped having each other's backs. So what, you tell jokes? Well, I mean, I try. It's more like kind of funny stories from my life. And Oh, honey, I had no idea your life was this bad. yeah, what's funny about your life? This is why she was threw funny. you out! Are you gonna be okay? I'm gonna be okay. I'll be okay. Le mariage d'Alex et Tess ne tient plus qu'à un fil. Alex doit soudain affronter les doutes de la cinquantaine et la menace d'un divorce imminent. À la recherche d'un nouveau souffle, il se lance dans le milieu du stand-up new-yorkais, tandis que Tess remet en question les sacrifices qu'elle a fait pour leur famille. Côté casting, on retrouve Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper ou bien encore Christine Ebersole. Et on commence les débats avec Lucas. Qu'as-tu pensé de Is This Thing On? Oui, alors moi j'attendais un peu ce nouveau film de Bradley Cooper, moi qui a bien aimé A Star Is Born et étonnamment beaucoup apprécié Maestro. J'ai trouvé visuellement très intéressant et surtout ça parle de musique, ça parle de compositeurs. Moi j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les compositeurs, donc évidemment ça colle. Et ce nouveau film, je trouvais le sujet est intimiste, intéressant. On parle du milieu des humoristes, des stand-up, donc évidemment c'est un surtout en Amérique, on est à New York si je me trompe pas. Ouais. Tout à fait. Donc cet univers-là est plaisant à voir et est-ce que Bradley Cooper va apporter une forme d'originalité dans la forme et aussi le fond? Pas vraiment. Mais j'ai passé quand même un bon moment surtout voir Will Arnett avoir premier rôle principal et surtout dans l'émotion. Et avec Laura Dern, donc actrice face, donc est-ce qu'il pouvait être confronté à elle? Et oui, les deux se collent parfaitement. Et en termes de mise en scène, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, il y a des moments très dynamiques avec la musique un peu zaz. J'ai un peu pensé la scène où ils amènent les enfants chez ses grands-parents. Et c'est rapide, caméra à l'épaule, et la musique, ça m'a un peu fait penser à Birdman de Inarritu. Alors, en fait, honnêtement, moi ça m'a fait penser à The Studio. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une généralité, et moi en soi qui me plaît, mais par exemple, même aussi dans l'image, ça m'a fait penser à The Materialist aussi. Après, je sais pas si c'est le même chef opérateur. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'uniformité qui se dessine entre pas mal de films américains en tout cas. Et d'un côté ça me plaît, mais d'un côté après si ça commence à faire ça dans tous les... C'est un peu dommage quoi au final. Non bien sûr. Après moi j'ai l'impression aussi malheureusement dans le fond du sujet des humoristes stand-up,
on cherche pas vraiment à comprendre réellement l'univers. Ah non, ça dit rien du tout. C'est juste à faire valoir dans l'émotion. Oui, mais c'est quand même, on joue le postulat de l'humoriste, on y va, on monte un peu leur coulisse aussi. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que je suis désolée, mais c'est que c'était un gros flop. À chaque fois qu'il y avait des passages, je dis pour les humoristes, etc., si c'est censé les mettre en valeur, justement, je trouve que le film, il est juste là pour mettre du malaise, en fait, en scène, quoi. Que ce soit le malaise dans le couple, le malaise dans la vie, les débuts, le côté hyper raté. C'est ça qui marche, en fait, parce que justement, entre la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est joué, la manière où il y a du silence, des gros blancs, même si je trouve qu'il y a beaucoup de longueur pour rien, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même sur quelque chose qui est censé briller, comme le côté Comedy Club et tout, là, tu te rends compte de la gênance absolue et du malaise du truc aussi. Je vois. Je sais pas, je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas pour les mettre en valeur ou pour faire rencontrer cet art-là. Mais tu parles de malaise dans le c'est parfaitement ça, et c'est peut-être pour ça que le Comedy Club, ça apporte un peu de légèreté, d'espoir. Bon, le personnage de Will Arnett, il le dit d'ailleurs, il se sent plus vivant à travers les Comedy Club, donc ça l'a donné plus d'énergie, de positivité pour affronter son couple et aller mieux, je pense, je présume, c'est une interprétation. Donc je trouve que le milieu du Comedy Club, certes, peut-être visuellement, c'est un peu malaisant, mais je dis pas que c'est mal, je dis que c'est très bien, je dis juste que par contre malaisant, je voulais dire, pas mal. Oui, mais c'est pas pour montrer les coulisses vraiment du Comedy Club, on le voit un petit peu, mais c'est pas le but du film. Là, c'est vrai que le seul axe via le Comedy Club, c'est de montrer justement quelqu'un qui va justement se confronter, qui grandit là-dedans, qui s'affirme malgré la dureté, malgré en fait là où il y a pas de filet, et c'est ça qui est cool, c'est de mettre en parallèle un homme un peu fracassé par la vie, qui sait plus trop où il en est, un petit peu perdu, un petit peu loser en vrai, vs un milieu qui est hyper dur et qui te demande de te transformer, et c'est beau de le voir en fait du coup se transformer, avoir des hauts et des bas et se confronter à ce vide, à ce malaise là, et c'est ça qui est super beau, mais c'est pas pour faire rencontrer les arts, parce que même la femme, son art mais bien sûr, justement le problème, vas-y. Non, vas-y. En fait, vu que le film est quand même ancré dans quelque chose de très réaliste, moi ce qui m'a dérangé, c'est que il est nul, et pourquoi il arrive à autant avoir de scènes. C'est ça qui m'a plus dérangé. Après, en plus, quand on l'appelle pour dire j'ai une meilleure scène pour toi, je dis pas plus bien sûr, mais c'est ça le problème, c'est que du fait de ce contexte très réaliste, et même si l'humour n'est pas le sujet, ça prend beaucoup d'importance dans le film. Alors il faudrait que ça soit aussi un peu réaliste, et vu que ça suit pas cette tendance, et c'est ça qui m'a dérangé, et ça manquait un peu de travail ou alors de plus de réalisme sur ce département, quoi. Et j'ai vu que c'était une histoire, d'après une histoire vraie, mais je sais pas dans quelle mesure tout est vrai ou. Surtout c'est inspiré d'une histoire vraie, donc. Naomi, qu'est-ce que tu en as pensé du film, toi ? Juste, je voudrais relancer Oksana sur un truc, c'est que toi, t'as dit c'est intéressant de le voir se confronter à ce milieu-là. Moi, je trouve que la réalisation, elle ne transmet pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on a tellement de plans, en gros plans sur sa tête. D'ailleurs, ça fait 13 de studio sur ce point-là. Sur lui, quand il est sur scène, on voit presque jamais le public. Du coup, t'as jamais l'impression qu'il vient se confronter à quelque chose, puisqu'en fait, il est tout seul tout le temps quand il fait ça. Oui, je suis d'accord, mais du coup, puisque depuis le début, la manière de filmer ce personnage-là et les autres, c'est très serré, c'est hyper, pour avoir des micros, je sais pas comment dire ça. Micros émotions, regards, tout ça. Exactement, c'est pour capter vraiment l'infime et le côté hyper simple aussi de leur vie sans en faire trop. Je trouve que c'est vachement chouette parce que tout se passe dans son regard, et son jeu, moi, franchement, je le trouve hyper fin aussi. Alors, je comprends complètement, mais donc du coup, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir beaucoup plus de plans sur le public et lui avec le public pour le faire sortir justement complètement, puisque ça raconte ça. Il est clos, le personnage, donc pour le faire sortir de cette espèce d'enfermement, ça aurait été intéressant de faire un changement ici. Mais c'est que je trouve qu'il est clos pas par... En fait, c'est paradoxal, mais il est clos pas avec le Comedy Club, c'est par rapport avec... il avait besoin de ça pour faire son reste de chemin, et en fait, on le voit éclore en vrai, et d'ailleurs, les plans sont un petit peu plus sympas avec lui, vers la fin, justement, vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de tout ce qui se passe, et quand il y a pas mal de choses qui se passent avec sa femme sans trop en dire trop, c'est là qu'effectivement il y a plus d'air aussi, il y a plus de rythme, il y a plus de choses, et je trouve que c'est bien justement de l'avoir laissé très coincé, très dans sa bulle avec le Comedy Club, parce que c'est très intérieur en vrai, et justement il est nul, quoi. Moi par exemple, je sais que ça m'a un peu questionné sur ce qu'il voulait vraiment nous dire avec le Comedy Club, mais parce que j'ai eu le sentiment inverse. C'est-à-dire que là où le Comedy Club est quand même censé être un point d'ancrage, un point de tournant, quoi, j'ai eu l'impression que ça ne faisait que l'enfermer, et il se regardait même pas lui-même, quoi. Et donc
ça vient quand même un peu enfin, tu te demandes ce que Bradley Cooper a essayé de dire avec ça, parce qu'on le voit pas vraiment se confronter. Mais c'est au une public. fuite aussi, je trouve que c'est ça qui est hyper Oui, mais intéressant. il nous dit l'inverse au scénario, c'est que justement, il se confronte à quelque chose, sauf que là, au niveau de la réalisation, c'est une fuite. Enfin. Mais parce que je pense que, alors je suis désolée, je fais un tunnel, mais je trouve qu'il va mettre la musique. Pas du putain. tout. Je vais courir. Non, au contraire, ils ont pas intérêt, je vous dis tout de suite. Pardon. Non, j'adore. mais c'est que je trouve qu'il y a un double plan qui est intéressant et que la réalisation le met bien en valeur. C'est que dans un sens, oui, ça l'enferme, c'est une fuite en avant parce que dès que. C'est pas grave, je vais continuer. La régie est en train de dire qu'il faut vraiment qu'on s'active sur le timing. C'est pas grave, je finirai ma phrase. Il faut qu'on s'active sur le timing. Est-ce qu'on peut juste éventuellement. Finir ma phrase ? Oui, si tu veux. Allez, très rapide alors. Non, mais c'est juste que ce qui est intéressant dans le film, c'est de montrer les contradictions, les dilemmes, et que justement, il n'y a pas une seule version d'un même point, et que ce Comedy Club, ça l'a à la fois enfermé sur certains plans, et en même temps, ça l'a ouvert sur d'autres choses, et ça lui a permis de trouver un autre chemin à l'intérieur. Ce gros malaise-là a permis dans son couple de se retrouver ou de se reperdre, mais c'est ce qu'il fallait, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on a une passion, même s'il y a des choses dans un couple qui nous permet de perdre de vue ou de se remettre dedans, en fait, il y a toujours des déséquilibres, et c'est ça qui est intéressant parce que ça met en parallèle du coup le couple. Voilà, j'ai fini. Et bah, vous l'aurez compris, les débats, c'est mitigé, Ouais. ça va, ça va, ça vient, quoi. C'est le film. nuancé, la nuance. Voilà, c'est nuancé, tout à fait. C'est The Cinema Show par excellence. Ouais. Pas du tout. On enchaîne désormais avec notre deuxième film de cette partie débat, à savoir Rue Malaga de Mariam Touzani. Le film, troisième long métrage de la réalisatrice, avait été projeté en octobre de l'année dernière au Festival de Cinémed. On va voir si ce voyage en plein cœur de Tanger aura su faire rêver nos chroniqueurs. Buenos días, Mohamed. Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho. Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa? Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará. No me iré de Tánger. Yo nací aquí. He venido a por mis muebles. Quiero comprarlos de nuevo. ¿Cuánto pide por todo? El piso sigue en venta. Solo que ella no sabe que me he vuelto a vivir allí. Con esto me basta. No me queda ni un duro. Anticuario lo va a vender todo si no me doy prisa. ¿Dónde vas a ver el partido? En el café de Hassan, seguramente. ¿Y a cuánto sale la cerveza? Los cafés no venden cerveza. ¿Quieres ayudarme a recuperar mis muebles? Vale. Ya fue suficiente todo el daño que me hiciste. Vamos a tener problemas. Business. Is business. Me dijiste que me amabas. Y si quieres sacarme, Solo a mí me tendrás que hacerlo por la fuerza. das. Y yo loca por tus besos. Te creía más y más. Me he hecho cosas increíbles. En los brazos. Sus labios. Su boca. Fue mágico. Su lengua. Es que son cosas que no te puedo contar. No te puedo contar. Para dejarte de amar. Maria Ángeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive à Madrid pour vendre l'appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l'a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d'une vie. On commence les débats avec Costa. Qu'est-ce que tu as pensé de Rue Malaga ? Alors, c'est simple. Alors, parmi toutes les relations de couple confondues, à genre dans tous les films, c'est la plus grosse tension sexuelle que j'ai vue dans une relation de couple dans ce film. C'est époustouflant à quel point le travail entre la réalisatrice et les deux comédiennes, ils ont réussi à retranscrire un amour aussi beau et aussi pudique en quelque sorte. C'est entre Carmen Maura et Ahmed Boulan. Mais c'est franchement, en plus je l'ai déjà vu dans d'autres films pas mal, mais je sais plus exactement, enfin bref. Mais non, franchement, c'est une bouffée d'air frais ce film. J'ai beaucoup aimé l'arc narratif au milieu du film avec la grand-mère qui essaie de se... En fait, je trouvais ça intéressant, une sorte d'école buissonnière d'une grand-mère, un peu les 400 coups de la mamie. Ça, je trouvais ça plutôt cool comme point de vue. Après, effectivement, ce qui m'a dérangé, c'est la problématique qui un peu vient de nulle part
et qui, je trouve, est plus une sorte de levier, mais tellement fort que ça un peu gâche un peu le propos du film. Mais sinon, franchement, non, c'est du plaisir du début à la fin, c'est du bonbon, quoi. Oksana, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Déjà, je suis assez d'accord et je trouve que c'est un film hyper poétique. C'est à la fois très film de vacances sur plein de choses. Et je trouve qu'on filme pas assez la vieillesse, la qualité de la beauté de la vieillesse, de la peau et de ce qu'elle a dit aussi. Donc, je trouve que c'est chapeau pour ça. Merci aussi parce que ça casse beaucoup de clichés. Ça remet un coup d'air frais et ça nous tient justement sur une sorte de romance dont on n'a pas forcément l'habitude au cinéma. Et ça garde de l'imparfait de l'humain, des relations entre la grand-mère, le petit-fils et plein d'autres choses. Donc, je sais pas, moi je trouvais que c'est un film qui nous tient du début à la fin. T'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Et en même temps, je sais pas, c'est très frais et très poétique. C'est très frais, mais je trouve surtout qu'il y a un énorme effort au niveau du timing comique. Oui, et je trouve que le film est très bon quand il commence à se lancer dans le comique. Qu'est-ce que t'en penses, Naomi ? Alors, pour moi, c'est un film presque parfait. J'ai passé un tellement bon moment devant ce film. C'est vraiment un film d'amour, mais poussé au maximum. Je suis tombée amoureuse du personnage principal. Je suis tombée amoureuse de sa maison. Je suis tombée amoureuse de la ville. Je suis tombée amoureuse de son mode de vie. Je suis tombée amoureuse de son amour à elle qu'elle va porter à un homme, du coup. Tout était magnifique et d'une douceur incroyable. Et en fait, c'est marrant. C'est un film qui donne envie de vivre au maximum et qui prend pour ça un personnage qui est plutôt âgé. Là où on aurait plus l'habitude de vouloir y voir des enfants. Alors, je pense à ça parce que j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vu Monsters, qui parle de Koreeda, qui parle un petit peu de cette question-là de avoir envie de vivre ou pas. Et c'est à travers les enfants. Et là, c'est un film qui vient questionner ça, mais avec une personne âgée. Et mon Dieu, mais ce film est d'une beauté. La lumière, s'il vous plaît, la lumière dans ce film est magnifique. Et puis, moi aussi, j'ai envie de manger tout ce qu'elle fait à manger. Ça a l'air tellement bon. C'est vrai qu'elle a l'air de faire de très bons plats. Est-ce que Lucas, tu as envie d'être conquis par cette cuisine ? Je me hier mieux. Parce que vous avez ni et sur nous Costa Yannis c'est les dates sans coup de la mamie. c'est là parce que c'est parfaitement ça. J'ai regardé sur mon téléphone le nom de la Carmen Mora, si je me trompe pas. J'ai honte de moi de regarder sur mon téléphone le nom de l'actrice parce que je vais essayer de le retenir parce que c'est une très grande actrice. Elle joue très très bien, ouais. Donc ça m'a énormément épaté. Visuellement, d'ailleurs, la lumière est impressionnante. On est en Espagne, si je me trompe pas. On est en Maroc. Elle est espagnole, mais on est au Maroc, à Tanger. C'est un film espagnol, si je me trompe pas. C'est un film espagnol, oui. Voilà. Et qui parle justement de tous les Espagnols qui ont fui la dictature pour arriver au Maroc. À rue Malaga. Non, mais moi, il y a un truc. Je sais pas, à chaque fois que je le regardais, je me suis dit, mais c'est le grand antagoniste de l'histoire, c'est la fille. Oui, oh là là, quelle connasse. Mais j'ai dit, mais c'est la pire antagoniste de l'année. Franchement, vraiment, si ça c'est ma fille, moi j'aurais dû avorter. Ouais, mais non, oh mon Dieu. Personnellement, je suis même tombée amoureuse de la fille parce qu'elle si je suis désolée, si. Naomi aurait pu faire cette décision en fait. Naomi aurait pu rendre son appart. Son personnage est compliqué et elle est face à. En fait, elle n'arrive pas à comprendre sa mère. Non, mais il y a des limites quand même. J'avoue que je comprends un peu Naomi dans le sens où la fille. La pauvre, elle est en pleine galère et le problème c'est que juste elle a pas communiqué, mais en soi si ça avait communiqué oui, mais justement c'est sa fille, donc elle peut très bien parler à sa mère qui en plus a l'air d'être une bonne mère de base, ou même si tu n'aimes pas ta mère, il y a d'autres manières de faire quoi. Mais c'est ça en fait tout le problème du film, c'est qu'au final du coup j'ai volé le truc, mais c'est ça en fait, la problématique est tellement, on va dire, mal amené que du coup ça gâche un peu le beau propos du film en quelque sorte. Oui, son personnage il est raté, je trouve. Moi je suis pas du tout d'accord. En fait, pour moi son personnage il est vraiment là pour interroger le rapport des enfants à leurs parents, surtout quand il est question de la vieillesse et de la mort. Parce qu'en fait, une des raisons pour laquelle cette grand-mère est tant attachée à son appartement, c'est parce qu'elle a prévu de mourir dans cet appartement. Et quand tu en viens à planifier, pour te rassurer d'une manière ou d'une autre, vers le chemin de la mort dans un endroit précis, c'est difficile de sortir de ce chemin-là. Là où la fille, c'est intéressant, c'est que sa fille, elle est dans la vie active. Et elle n'est pas capable de comprendre ça. C'est trop tôt pour elle de comprendre
le chemin vers la mort et comment on organise ce chemin vers la mort. Après, il y a un super film qui parle d'endroits planifiés pour la mort, ça s'appelle Enterre-moi, je crois. Mais... Continue. Et pour moi, le personnage de la fille, il est vraiment très bien écrit parce qu'elle ne vient que comme une forme de conflit. T'as l'impression qu'elle ne se résume qu'à ça, mais parce qu'elle est tellement contraire dans la réflexion de sa mère, qu'elle en vient à être bien écrite. Oui, mais du coup, le truc, c'est que elle est tellement justement dans le conflit, et même quand ils veulent nous la montrer un peu empathique, en fait, c'est trop tard, c'est gâché, et en fait, ça te laisse que en dehors. T'es juste en colère contre elle, contre sa vision, il y a aucune subtilité, il y a aucune volonté de communiquer, et même quand elle chiale, t'as juste envie de la taper, quoi. Mais donc, c'est un personnage qui est bien écrit, s'il t'évoque la colère. Mais du coup, ça veut dire que sur le sujet qui pourrait être mis en question et en réflexion et apporter justement quelque chose d'intéressant, là, on est tout de suite braqué. On n'a pas envie d'avoir son point de vue, on n'a pas envie d'entrer dans sa tête, on a envie d'être que avec la vieille. Et ce qui est cool, parce que du coup, on a vraiment le bon point de vue en mode oui, cette vieille dame, elle nous apporte de la fraîcheur, elle nous apporte en fait la réflexion que la fille devrait pouvoir mettre sur le tapis. Mais du coup, son personnage là, en fait, s'il n'avait pas été dans le film, franchement, ça m'aurait rien changé perso. Tu vois ? Pour moi, ça aurait changé beaucoup de choses, mais parce que justement, le personnage est là pour interroger la question de la vie active. Et nous, on va plutôt s'interroger sur les tops qu'on va finir et qu'on va faire. Il faut vraiment qu'on enchaîne. Alors, écoutez, merci beaucoup pour cette partie de débat. Ouais, je me fais engueuler, moi, au micro. Si vous avez raté le début de l'émission ou que vous n'êtes toujours pas convaincu de quel est notre film préféré, les tops sont là pour ça. On commence avec le top 1 de chaque chroniqueur. Naomi. Rue Malaga. Lucas. Rue Malaga. Costa. Rue Malaga. Oksana. Rue Malaga. Et pour moi, c'est Rue Malaga. Oh, quel suspense! Hasard de dingue. Hasard de dingue. En troisième position, nous avons Le Son des Souvenirs. En numéro 2, nous avons Is This Thing On. Et en premier, nous avons Rue Malaga. Est-ce que, Lucas, tu peux dire un mot, un mot sur Le Son des Souvenirs? Faire 2 heures de film, mentir que Paul Mescal arrive à chanter, moi non. Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc c'est pas... C'est moyen. D'accord, ok, c'est moyen. Voilà, donc c'est tout. Eh bien, les tops sont très rapidement terminés et emballés, c'est pesé. On va passer à notre carte blanche sur nos pronostics pour les Oscars. Ah merde. Allez. Et oui, on a encore beaucoup de boulot à faire. J'en connais un qui a pas regardé la carte blanche de la semaine. Ah là là. Dans un peu moins de 2 semaines, le dimanche 15 mars, se déroulera la 98e cérémonie des Oscars Hollywood. L'équipe TCS va vous donner ses pronostics sur les potentiels films primés durant cette soirée, en sachant qu'il y aura probablement moins de surprises qu'au César, puisque on le rappelle, les Césars, je vais en profiter parce que du coup, on m'a rappelé que je l'ai oublié. Les meilleurs de l'équipe chez TCS ont eu 11 sur 24, c'est-à-dire même pas la moitié. Voilà, pour vous dire à quel point c'était complètement imprévisible. Et on a le gagnant de notre concours, tout confondu avec les spectateurs, qui est Simon. Est-ce que tu peux me rappeler le prénom parce que je l'ai complètement oublié? C'est Louis Liebig qui a remporté. Voilà, qui a remporté avec 13 sur 24, c'est-à-dire tout juste un petit peu au-dessus de nous, mais c'est vraiment tout juste la moyenne. Voilà. Donc pour dire, c'est complètement imprévisible. Allez, on passe au prono des Oscars très très vite. Meilleur film, qui aura le meilleur film? Valeur sentimentale. Je pense très sincèrement pour moi que ce sera une bataille après l'autre, à mon avis. Moi aussi. Moi j'ai dit Hamlet. Ah ouais, moi j'y crois à Sinner. Je crois l'Académie, c'est le cas. Ouais, je rejoins Maxime et Naomi, je crois qu'ils ont dit une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre. Et Oksana, elle dit quoi? Tout pareil? Non, mais tout pareil, je suis la cancre de la table. Oksana, elle vote pour un ours dans le Jura. Respecte-moi quand même. Oksana, cette année, t'as fait 7 sur 24 au César. C'est pas mal. C'est quoi? C'est 5 fois plus que d'habitude? Oh. Dis-toi, Oksana, que tu n'es pas dernière, puisque le bon dernier au prono des Césars cette année, c'était Costa. Voilà. Valeur sentimentale. Costa, tu es le dernier des pronos César. L'année dernière, c'était moi le dernier. J'étais à ta place. C'est cette place qui porte. C'est la place du loser, en fait. C'est la place du loser. Allez, c'est top. C'est un plaisir de venir ici. Donc, moi, je pense aussi que meilleur film et à mon avis, meilleure réalisation, une bataille après l'autre va enchaîner le doublé, je pense, très sincèrement. Meilleur acteur et meilleure actrice. Meilleure actrice, à mon avis, Jessie Buckley pour Hamnet. Elle a quasiment tout gagné. Je peux pas voir quelqu'un d'autre qu'elle. Ouais, grave. Et
Et meilleur acteur, éventuellement Timothée Chalamet. Non, moi j'y crois pas. Il l'aura pas, il l'aura pas son Oscar. Pour moi, il l'aura Juste, pas. Maxime, tu poses les questions et tu fais les réponses dans la foulée. Laisse un peu parler les autres. Je lance avec ce que je dis. C'est qui les autres nommés déjà? Les autres nommés, on a Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan et Wagner Moura. Oui, Wagner Moura. Oui. Ah ouais, c'est Jordan. Pour l'agent secret, peut-être. Moi, j'y crois à Sinners. Non, pour moi, ça sera Wagner Moura. Sinners, éventuellement, ils auront peut-être de la musique. Je rejoins Costa. Michael B. Jordan, il est sur une bonne vibe là. Il a gagné aux acteurs à la cérémonie des acteurs. Oui, c'est vrai. C'est un bon indicatif. En tout cas, Timothée Chalamet, il a perdu sa cote. Je le vois plus du tout gagner là. Là, c'est clair. Il a perdu parce que bref, vas-y, je parle pas. En termes de meilleur second rôle, acteur et actrice. Pour l'actrice, peut-être Teyana Taylor, vu qu'elle a gagné pas mal de trucs aussi, pour une bataille après l'autre. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Je vous redis, Elle Fanning, c'est l'enfant d'Hollywood. Elle mérite son Oscar pour une fois. Quoi. Et meilleur acteur second rôle, Stellan Skarsgård. Oui, moi j'avais pensé à ça. Pour Valeur sentimentale. Valeur sentimentale, c'est tout. Et je vais te dire pareil que pour Michael B. Jordan, Sean Penn a la cote en ce moment, parce qu'il a gagné chez les Américains, chez les acteurs. Il a aussi gagné le BAFTA du meilleur second rôle, donc je miserai aussi sur Sean Penn. Je crois que j'ai misé sur Sean Penn aussi. Tout à fait. Je vais passer un petit peu sur certains, malheureusement, puisqu'on n'a pas trop le temps. Meilleur son. Sirat. Est-ce qu'on peut dire que meilleur son, si c'est pas Sirat qui gagne, c'est qu'ils ont pas regardé Sirat? Oui, mais les Oscars, j'aime bien parce que j'ai envoyé un message à Maxime. Tu fais meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, et il n'y avait pas écrit meilleur son. Donc il se fout de ma gueule en fait là. Sirat. Et éventuellement peut-être pour le meilleur film d'animation, alors on a Zootopie 2, on a K-pop Demon Hunters. Moi j'ai placé ma pièce sur Arco parce que je me dis, s'il fait le doublé César et Oscar, pour moi, c'est K-pop, je pense. Ce sera peut-être ça K-pop, serait plus logique. Mais je me dis K-pop, c'est un gros studio et avec, on l'a vu l'année dernière, c'était Flo qui avait gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Et je me dis, s'il continue un petit peu dans cette lancée à récompenser l'animation un petit peu plus indépendante, un petit peu plus petit studio, il y a moyen en vrai, Arco, je me dis. Juste pour représenter la France. Voilà, Arco. on est patriote ou on l'est pas. On peut mentionner le fait qu'il y a 2 films français en compétition sur ça, Arco sur un meilleur et film d'animation. Amélie, la métaphysique des tubes, tout à fait. En animation, on a 2 films français, donc bien sûr. Et éventuellement, meilleur casting, par contre, meilleur casting peut-être pour Sinners éventuellement. Ouais, pensé aussi, ouais. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. C'est la première en plus pour cette catégorie. Juste meilleur film étranger, parce que la France, ça fait depuis Indochine, pas la guerre d'Indochine, le film Indochine, je sais plus combien, là, des années 90, début 90, fin 80, qu'elle n'a pas remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Est-ce que c'est pour cette année? Je pense pas, parce que Valeur sentimentale est nommée en meilleur film. Et en meilleur film étranger. Et les autres ne le sont pas nommés. Un simple accident, de toute façon, avait été valdingué au casse-pipe, donc ça m'étonnerait qu'il gagne grand-chose, malheureusement, je pense, à mon avis. Et écoutez, il est temps de refermer cette petite carte blanche, merci beaucoup, et de passer au quiz que j'ai concocté pour mes chroniqueurs ce soir. Et comme le disait mon prof de techno au collège, bon courage et non pas bonne chance, car la chance est réservée aux fainéants. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Et nous passons au quiz de cette soirée. Nous avons 2 équipes qui s'affrontent, Naomi et Lucas avec Naomi en chef d'équipe, Oksana et Costa avec Oksana en chef d'équipe. On va perdre. Ce sera un duel de femmes. Question numéro 1, c'est dans le titre. Retrouvez le titre du quiz, un jeu de mots entre le mot quiz et l'un des films débattus. Il y en a que 2 ce soir, donc ça va aller assez rapidement. Je vous écoute. Je laisse Costa dire le titre parce que j'y arrive pas. Is this Quizon? On a le même. Is this Quizon? Oui, mais on l'a dit en premier en fait. C'est la même chose. Is this Quizon? Personne n'a le point, c'était Rhume à la quiz. J'en étais sûre. Dur. Allez. Question numéro 2, musique de la semaine. Dans quel film en lien avec un des films de ce soir se trouve cette musique? Comment t'es censé trouver ça là? Quoi? C'est un film qui est sorti en 2009. J'avais 8 ans. Taxi. Non mais c'est méga dur. Very Bad Trip. Non mais c'est méga dur. C'est un film avec Will Arnett.
Avec quoi? Avec Will Arnett. Mission G. Mission G, tout à Oh fait. mon dieu, c'est une vanne. Je connais pas Putain, ce en film. plus, on en a. Je connais pas ce film. C'est pour ça que je l'avais mis. Oh, Allez, mon Dieu, en ça or commence ou en très bois, normal. parmi ces affirmations, lesquelles sont vraies en or ou fausses en bois? Franck Dubosc a révélé qu'au moment de la gravure de son César, le personnel aurait échangé son trophée quand il avait le dos tourné avec un faux qui s'ouvre dans lequel se trouvait un autre mini Césario. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En bois. J'ai envie d'y En croire. bois. Ah non, T'as envie d'y non, croire, non, ouais. toi t'as dit faux, on fait faux. Ah, moi J'y je crois dis en fort. bois. En alors. bois, c'est en bois effectivement. Ah ça oui, fait ok. Putain, je te fais 2 confiance. à 1 Faut que je te fasse confiance. pour Ça, c'est gentil. Naomi On est bon. et Lucas. Deuxième affirmation, un événement dans le musée Reina Sofia à Madrid vous permet de danser comme vous le souhaitez sur la musique du film Sirat. Mon rêve. Est-ce que c'est C'est vrai ou est-ce que possible, c'est moi, faux? je pogne, C'est plutôt cool. Ouais, allez. Allez. En bois. En bois? Ah, en or du coup, non? Ouais, en or. Ah, pardon, oui, non, je Il est croyais que. surpris. Non, mais oui, c'est en or. Il est Ouais, surpris. parce que j'ai- Et vous, En c'est or. en or? Mon rêve. C'est en or. Ah ouais? Eh ouais, c'est en or. Ouais, Il y a- arrive pas mal. Il y a On est très effectivement bon, on est très bon. un événement qui s'appelle Danser comme vous le voulez. Voilà. Et en fait, tu danses sur la musique de Sirat et avec des extraits de Sirat qui sont projetés derrière toi. Non, Ça se laye, hein. Voilà. Troisième affirmation, Sami Nasri a tourné dans une publicité pour des bornes de recharge pour voitures électriques en Géorgie. What? Tout est possible. Hein. En or. Franchement, Bah, les c'est temps- carrément C'est en or. possible, hein. C'est en or pour moi. Ouais, Sachant en qu'il y a or. 2 partout. En Bah, or. en or. En or. En En or or. aussi. C'est en or, tout à fait. Allez. Voilà. Ouais, 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 c'est On complètement est très bon là. Il a- Là, on Impressionnant. enchaîne ou non? Il a tourné une pub et au fait, il monte dans un taxi géorgien et au fait, il se plaint que le taxi va trop vite. Allez. Ok. Alors, question numéro 4, là, qui a dit, qui a prononcé cette citation suivante? Je craignais juste de ne pas pouvoir aller au bout de mon échange avec Jim, que je rencontrais pour la première Benoît fois. Laverne? Non, Non, il y a un autre, non? Pierre Le non, Temps. je ne lui avais même pas serré la main juste avant la cérémonie. Emmanuel Curtil. Emmanuel Putain, Curtil, j'arrive pas à tout à le fait. faire. Ah oui. Fort. Tout à fait, tout à fait. Pas C'est mal. Emmanuel Curtil à propos de sa rencontre avec Jim Carrey. Ça fait 4. Ah oui, je t'ai vu hésiter, c'est notre point. Hein, Oui, pour une oui. fois qu'on gagne. Pardon. Attention, hein, je te 4 regarde. à 3. Et on passe au quiz spécial. Notre quiz spécial ce soir, c'est sur les grands oubliés des Césars 2026. Donc on va parler de tous les films français, mais Ah qui n'ont oui. pas été au César. Allez. Ah, Allez. carrément, d'accord. Ah oui, Pas d'accord. au César. Pas été au C'est vague. César, qui n'ont pas été D'accord. nominés. Casting de film, vous aurez des points sur la rapidité. Quel film possède ce casting? Si pour 3 points je vous dis Frédéric Wiseman, Sophie Guillemin ou alors Noam Morgenstern. Ok, si pour 2 points je vous dis Louana Bajrami, Vincent Lacoste ou Mathieu Almalric. Ah oui, la vie primée, la vie primée. Putain. Bien joué. Ça fait 4 partout. Non, pardon, il y a 2 points, donc ça fait 5 à 4. Et hop là. 5 Oh non. à 4 pour 5 à 4. l'équipe de Naomi et Lucas. On passe à la C'est qui celui-là? Dans quel film 5 peut-on à voir 4? 5 à 4, oui. Dans quel film peut-on voir ce personnage si je vous dis Christian Baudin? Christian Baudin. Dans Ah, les Baudins. Les Baudins, tout à fait, voilà. Allez, ça Bien. c'est fait. Voilà. Ça fait Allez, un bam. point de plus. J'ai Ça pas fait... les connaissances, mais j'ai le cerveau en fait. ça Tu fait- t'es dit, les films qui ne sont pas au César, t'as pensé direct au Baudins. Alors j'ai cherché dans les films français les plus vus de l'année. D'accord. Et les Allez, Baudins, gars, c'était on y en va. haut. C'est dingue, c'est dingue. Alors, ça fait 5 partout, un extrait, un film. Dans quel film peut-on entendre cet extrait? Dracula. Non. Non. Écoutez les dialogues. C'est Star Wars, ça, non? Je suis scandalisé. Ah, mais... Oh là Ah, là. Camelot. Camelot, tout à fait. Oh la honte, oh non. Mais non. Ça fait 6 à 5, tout à fait. C'est Camelot, deuxième volet, partie Pas mal. 1. Pas mal. Allez. La Letterboxd, quel film a reçu cette critique négative sur Letterboxd? La salle pue le racisme et le parfum des gens de droite. Cocorico. 2. Non. C'était une connasse à ma gauche s'étalait sur la côte d'Or et un connard à ma droite riait à gorge déployée lorsque traîner Maison et de retraite. était prononcé. La quintessence de l'humour était dans cette salle ce soir. Je suis parti en bousculant malgré tuches moi. Non. Marsupilami. Non, des connasses de filles de riches mal élevées qui me regardaient chelou au lieu de se reculer un peu dans Ah, leur le siège. truc avec le changement de sexe, là où je sais plus quoi. Non. Le mélange des genres. Ouais, le mélange des genres, là. Plus jamais je ne me sous-estimerai une bande-annonce, c'était un supplice. J'ai été à l'avant-première car je suis fidèle aux inconnus et malgré la dope Les Trois cinématographique. Non, Non, mais- Le retour. malgré la dope cinématographique qui allait arriver. C'est un film sorti cette année. Ah, dans un truc partagé, je peux quoi Non. Ah merde. C'est un film sur le voyage dans le temps. Oh là. Bah les 3. Non. Ah. Oh non, je l'ai plus, putain. Eh Les oui. trucs de la Révolution, non, je sais plus quoi. Non. Un film Merde. dans le voyage dans le temps avec Didier Bourdon. Effacer Ah oui. Effacer l'historique. Merde. Non. Oui, on... Ah, je peux pas là, dire déjà. ils viennent dans l'époque d'aujourd'hui.
Ça s'appelle comment ça C'était mieux demain. C'était mieux demain, tout à fait. J'ai cru que personne allait avoir, tout à fait. On peut pas être ensemble en fait sans mettre une seule équipe. Non, ça fait 7 à 5 pour l'équipe de Naomi et Lucas. Mais elle s'est bien débrouillée. Question numéro 9, le jeu des synonymes. Quel titre de film se cache derrière tous ces synonymes? Si je vous dis, ta personne n'a point subi de modification génétique et physique. Le mélange des genres. Hein? Le mélange des genres? Non. Je répète, ta personne n'a point subi de modification physique et génétique. What the fuck? Du coup, t'as changé ton sexe? Non, c'est un film de Jérôme Commandeur. Oh là là. Oui, avec Laurent Lafitte. Ta personne n'a pas subi de modification génétique ou physique. Merde. Ça va, on a le temps, il y a encore jusqu'à demain pour trouver le titre. Ouais, carrément. Allez-y. Je ne donne pas le point, tant pis, c'était T'as pas changé. Voilà. Musique spéciale de quiz, dans quel film peut-on entendre cette musique? Au-dessus des vieux volcans. Partir un jour? Non. Glisse des ailes sous le tapis. Le mélange des genres? Non. Je vais redire. La femme qui part hôtesse de l'air là. Écho, non. C'est un film sur une famille qui voyage en minibus. Ah oui, on ira. On ira. Bien joué. Enabarou, je l'aime. Enabarou, putain, je suis dégoûté. Bien joué. On ira, tout à fait, ça fait 8 à 5 et on passe au quiz spécial de ce soir. Donc seuls les chefs d'équipe s'affrontent. Si vous donnez la bonne réponse, c'est 3 points, sinon vous perdez 3 points. Naomi, ton équipe est en tête, donc tu choisis, tu as le choix entre une suite catching ou alors une suite vroom vroom. Une suite vroom vroom. Une suite vroom vroom. Quelle mauvaise idée. Je sens que je vais regretter. Tu vas adorer la question. Quel numéro de département figure sur la plaque d'immatriculation de la Rodo Nevada de la famille Tuche dans le film God Save the Tuche? T'as pensé à aller te faire voir? Est-ce que c'est 62 du Pas-de-Calais? Est-ce que c'est 20 de la Corse? Est-ce que c'est 87 de la Haute-Vienne? Ou alors est-ce que c'est 07 de l'Ardèche? Quel numéro figure sur la plaque d'immatriculation de la voiture de la famille Tuche? Le Nord-Pas-de-Calais, I guess. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est noté. Oksana, tu as la question, une suite catching. Combien d'entrées au box-office en France a enregistré le film Chasse gardée d'Antonin Fourlon? Est-ce que c'est 615 000, 945 000, 1 100 000 ou 1 325 000? Est-ce que j'ai genre 50-50, je peux demander conseil à un ami? Non? Allez, merde. Non. Je répète, 615 000, 945 000, 1 100 000, 1 325 000. La deuxième possibilité. 945 000, c'est noté. On commence par vous, Naomi et Lucas. Non, c'est pas le numéro Pas-de-Calais. La voiture est immatriculée Corse. Elle est immatriculée 20, la voiture, je vous jure. Vous perdez 3 points, vous redescendez à 5. Donc, égalité. Pour l'instant. Peut-être une victoire. Et non, le film, il a fait 1 100 000 entrées. Et oui, donc vous perdez 3 points. Yes. Vous avez 2, ça fait 5 à 2. Et c'est une victoire de Naomi et Lucas. Voilà. On reste debout, Exactement. Et bien joué aux deux équipes. Et on passe désormais très rapidement, s'il vous plaît, aux recommandations de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même faisant part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Naomi. Alors de mon côté, je vous recommande la dernière vidéo du merveilleux Ego, le jeu de la vie 2.0. Si vous aimez la biologie et la robotique, cette vidéo est faite pour vous. Même si vous l'aimez pas, c'est très bien de découvrir avec. Lucas. La bande-annonce du film Peaky Blinders, l'immortel, qui va sortir le 20 mars, le film sur Netflix. J'adore la bande-annonce. Voilà. Costa. Alors du coup c'est le livre des inconnus à qui parler de Camille Bordas, où on suit en fait des étudiants en master de stand-up qui parlent de l'absurdité de la vie pendant une journée. C'est très beau et un plaisir à lire. Le livre des inconnus, donc il y a Didier Bourdon dedans? Non. Et voilà. Oksana. J'ai failli recommander le Fenouil, mais je suis pas très loin. C'est le magasin Infuse à Montpellier, où en gros vous avez n'importe quel problème dans le corps, dans la tête et ce que vous voulez. Vous leur dites, ils vous font une potion magique avec des plantes, c'est légal et c'est super. Et il y a plein d'événements, donc allez sur le compte et il y a plein de trucs qui se passent en mars sur plein de domaines différents, un peu artistiques et culturels. Voilà, bisous. Parfait. Et moi, pour ma part, c'est le compte Instagram de Monsieur de l'Amour Angèse, voilà, que j'ai découvert il y a de cela 1 mois ou 2. Et je trouve qu'il a un talent en acting qui est absolument fou. Faites-le jouer dans des films bordel de merde, il est génial. Et on en profite pour faire 2 petites recos. On a le magazine Synchro 19. Peut-être que Simon peut en toucher un léger mot. Je peux en toucher un mot. Voilà. C'est le 19e magazine synchro consacré
au doublage. C'était limite pour qu'il se fasse puisque c'est sur Ulule et il fallait au moins 150 précommandes. On a passé les 150, mais n'hésitez pas à continuer à donner et à acheter ce magazine qui est formidable. J'écris plus dernièrement dans le magazine, mais j'espère que je pourrai le refaire prochainement. Et en plus, là, c'est avec Thierry Desroses, l'AVF de Samuel Jackson. Quand même, c'est pas rien. Et on en profite pour faire une deuxième reco bonus. C'est notre jeu pour les pronos des Oscars. Vous pouvez tenter de refaire des pronostics pour les Oscars cette fois-ci. Normalement, les scores devraient être un petit peu plus élevés, on espère. Et puis surtout, on vous souhaite bonne chance. Merci du conseil. L'émission touche à sa fin. Un grand merci à Naomi, Oksana, Lucas et Costa d'avoir été avec moi autour de la table. Merci également à Yanis. Non, je t'ai pas oublié. Non, mais il a failli, pardon. Merci également à Yanis d'avoir été au son et à. Oh waouh! Emma. Je n'ai jamais ton prénom, je suis désolé. Ça va rentrer à force, je suis désolé. Tu as le droit de me balancer la musique si tu veux, Emma. Et à Simon d'avoir été à la vidéo. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la retrouver en rediffusion sur YouTube ou bien en podcast sur Deezer et Spotify. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok pour suivre l'actualité de l'émission et avoir du contenu supplémentaire. La semaine prochaine, c'est le singe Luca Bernardini qui sera aux commandes de l'émission avec 4 nouveaux films au programme. Jumpers de Daniel Chong, The Bride de Maggie Gyllenhaal, Alter Ego de Nicolas et Bruno et Deux femmes et quelques hommes de Chloé Robichaud. On aura d'ailleurs la chance de recevoir la réalisatrice pour nous parler de son film, alors ne ratez pas ça. On se quitte sur Torino de DJ Carpet, un son que j'ai découvert par hasard sur Instagram et que j'écoute en boucle depuis. The Cinema Show, c'est tous les mercredis de 19h à 20h30 sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.